Sur cette terrasse naturelle, vous avez attendu, et il a vu à l'intérieur de ce tunnel qui n'existait pas un petit trou, pas plus grand que ça, avec un filet d'eau. Se connaissant un peu en géologie, il s'est dit présence de pierres très calcaires, plus présence de l'eau, je vais peut-être avoir de la chance et me trouver une petite grotte. Et la chance était au rendez-vous. Après avoir fait exploser l'entrée de ce tunnel, son équipe est très rapidement, cette fois-ci avec des pioches et des pelles, tombée sur cette ligne de calcite qu'il a suffi de suivre jusqu'à l'entrée de la grotte. Facile, vous me direz? Avec des pelles et des pioches, ça a quand même pris 2 ans. Imaginez pour déblayer, évacuer toutes les pierres. Donc, l'entrée de la grotte fut découverte le 29 avril 1924. Et déjà 3 ans après, c'était ouvert au public. Ces 3 années-là étaient, nécessaires pour casser des stalactites, pour décaisser les sols, pour nous... Oh, ça fait peur. Pour nous permettre de faire une balade de 220 mètres, en 30 minutes environ, le plus confortable possible. À partir de ma taille, on peut très bien se cogner. Donc, soyez vigilants, s'il vous plaît. Quoi d'autre? À l'intérieur, il fait tout au long de l'année 15 à 16 degrés. C'est 3 degrés de plus que dans une grotte souterraine. Et le taux d'humidité? Quelqu'un a une idée? 98% d'humidité. Vous êtes partant? Alors restez le plus groupé possible, s'il vous plaît, et parlez à voix basse. On y va. Tu connais la différence entre un gouffre et une grotte? Un gouffre, c'est profond. Une grotte, elle peut s'étaler. Voilà. Vraiment en profondeur. Une grotte va être en surface et un gouffre, c'est du temps gouffre quelque part. Moi, je pensais à ça aussi, je n'ai pas suivi le chat. Ah oui, c'est joli comme porte-pomme là. Mais c'est dur comme de la pierre. Voilà, c'est ce que je lui ai dit, il écoutera bien parce que la part tu peux toucher. Tiens, voilà. Oui, maman. Il y a plus de la prise. Où tu as le droit de toucher? Ici? Toi? C'est là, exactement. C'est pareil. Et c'est comme porte-pomme là. Si tu touchais, tu ne risques pas, mais si tu touchais, ça aura exactement le même aspect. Une pierre froide. On va faire un arrêt. Elle est toujours en activité, ça. Hein? Parce que je l'ai visité en 90. 90. Alors j'ai appris toujours la même. Parce que quand même. Hein? Alors approchez, messieurs, dames. Je vais essayer de vous situer dans le temps et dans l'espace. Hein? Tout a commencé il y a environ 90 millions d'années. Hein? C'était pas avant-hier. Hein? C'était l'apparition de la mer à cet endroit de la France. Une mer peu profonde qui s'est ensuite retirée il y a environ 60 millions d'années. Pour vous situer ça, c'est difficile. Ça correspond grosso modo à l'apparition et ensuite à la disparition des dinosaures sur notre planète. Donc ici, il n'y avait pas de dinosaures, il y avait la mer. Et dans la mer, il y avait des poissons, d'autres animaux marins. Il y avait des algues, il y avait du sable, du coquillage, de l'argile. Et tous ces éléments-là se sont formés, se sont agglutinés sous la surface de l'eau
et forme maintenant ce grand roc. Donc ce grand roc, il est constitué de tous ces éléments. Quand la mer s'est retirée et quand cette grotte s'était formée par des lavements d'eau quelque part, au-dessus de nous, on a 40 mètres de roche très très calcaire. Et au-dessus, le plateau, maintenant il y a une forêt. Qu'est-ce qu'il y a dans la forêt? Il y a des animaux, il y a des minéraux, il y a des végétaux, des plantes diverses et variées. Et quand l'eau de pluie tombe en contact avec ces éléments, elle va s'enrichir et ça crée du gaz carbonique. Qu'est-ce que ça fait le gaz carbonique? Ça rend l'eau très acide. N'abusez pas du Coca-Cola, ça brûle. Même si c'est bon. Alors, grâce à cette acidité, l'eau va pouvoir, lorsqu'elle traverse ces 40 mètres de roche, grignoter le calcaire contenu dans celle-ci. Et une fois arrivé ici, avec ce changement d'atmosphère, de température, de pression d'air, l'effet, il va s'inverser. Il y a ce qu'on appelle le dégazage, donc le gaz carbonique part. Et maintenant, pensez à la petite goutte qui suinte au niveau du plafond. Quand celle-ci s'évapore, elle va avoir laissé un tout petit anneau de calcite. Et si il y a encore de l'eau qui tombe, cet anneau, il va s'allonger. Ça va devenir comme une paille, un canal d'alimentation qui sert notamment aux stalactites, celles qui tombent, n'est-ce pas? Donc au départ, elles sont creuses, elles ont ce canal d'alimentation. Les stalagmites, ça pousse différemment. Quand l'eau, elle n'est pas suspendue, mais quand elle tombe par terre, goutte par goutte, si elle contient encore assez de carbonate, couche après couche après couche, ça va former une stalagmite. Et quand les deux se touchent, comme ici, on appelle ça un monolithe ou plus simplement une colonne. Tout ça, ce sont des formes très très banales de calcite. Beaucoup plus rares sont comme ce chrysanthème ici. Ah oui, ce sont les excentriques qui virevoltent dans n'importe quelle direction. Alors comment ça pousse ici du sol vers le haut? Ça n'a pas de racines, comme une plante. Ça utilise de la capillarité. Je vous explique. Elles sont creuses aussi, elles ont ce même canal d'alimentation. Même pour les toutes petites, même les fistuleuses, les toutes petites, ça a ce même canal d'alimentation. Et ça pousse par capillarité. Ça vous semble compliqué, mais c'est très facile à comprendre. Vous prenez un morceau de sucre que vous trempez dans le café, par exemple. Vous faites un canal. Le liquide, il remonte. Ou quand un enfant saute dans une flaque d'eau haute de 10 cm, il s'est fait enguirlander parce qu'il est souillé jusqu'au ventre. C'est ça la capillarité. Les excentriques, messieurs, dames, tout est permis. La gravité, vous oubliez. Tout est permis grâce à la capillarité. Ça pousse quelques millimètres par siècle uniquement. Pourquoi dans cette grotte il y a autant d'excentriques et pas dans d'autres grottes? Beaucoup de grottes ne montrent pratiquement que des stalactites et des stalagmites. Ici, il y a plusieurs couches d'argile. Et cette argile elle va considérablement freiner l'arrivée d'eau dans cette grotte. Si l'eau arriverait plus rapidement, il n'y aura pas d'excentrique. Ça vous suffit comme explication pour le moment? Super. Après ce virage, regardez bien au niveau du plafond, il y a un petit voile blanchâtre avec des débuts de fistuleuses, des mini stalactites on pourrait dire. Et vous allez voir donc ces canaux d'alimentation, ces pailles, combien c'est comme c'est creux. Et on peut deviner, même sans toucher, l'extrême fragilité. Donc qu'est-ce qui se passe si une de ces pailles se bouche, pas une pierre par exemple? La pression d'eau va augmenter encore et encore, et comme c'est extrêmement fragile, l'eau peut suffire à faire une brèche dans ce canal. À ce moment-là, l'eau sort à cet endroit et change de direction. En passant, messieurs, dames, vous pouvez sans aucun problème toucher l'une ou l'autre ou les deux de ces deux stalagmites toutes noires. J'essaie d'éviter que votre bonne volonté soit influencée par vos mains qui partent malgré vous. T'as entendu? Très bien. Au prochain arrêt, je vous explique les couleurs.
Voilà. Là, on voit ces canaux d'alimentation, c'est pas lui. Ah oui. Et ici, j'aime les tout petits picots de ces excentriques-là. On dirait de la fourrure presque. Chacun est creux. C'est chirurgical. Attention, vous allez sortir avec une stalagmite. Voilà. Est-ce que des fois tu regardes dans les nuages et tu imagines des animaux, par exemple? Oui. Ah oui, on parle. Est-ce que tu peux? Moi, je vois une pieuvre assise sur son rocher. Ah oui. Ah oui. Alors tout à l'heure, si tu l'as vu, je te montre un éléphant. Nous sommes sur la cassette ici. Essayez d'avancer, s'il vous plaît. Excusez-moi. Regardez, quand c'est joli, quand on pose la lumière sur la caisse. Ils nous disent de ne pas toucher, mais il nous faut marcher dessus. Tu aurais pu prévoir une moquette, toi. C'est joli. Là, également, quand je mets la lumière là. Alors ici, vous voyez différentes couleurs. C'est du aqua. Alors ça vient de la surface. L'eau de pluie est rentrée en contact avec plusieurs matières, n'est-ce pas? Les grilles ici, c'est bien vivant, hein, on n'a pas trop touché. Il s'agit d'un dépôt d'origine minérale ou alors animale. Hein? Le brun ou orange ici, soit il s'agit tout simplement de l'oxyde de fer, mais ça peut également être d'origine humique, humus végétal, hein, des plantes. Dans cette grotte ici, on n'a pas fait d'analyse de prélèvement, mais dans d'autres grottes, oui. Il y a 4 ans, les scientifiques sont tombés d'accord sur l'origine et ses différentes couleurs. À plusieurs endroits, l'équipe de M. Maury, comme ici, là il y a un tunnel d'environ 15 mètres, ils ont essayé d'agrandir la grotte, trouver d'autres cavités, mais ils n'ont pas réussi. Et comme c'était extrêmement pénible comme travail, ils ont laissé faire, ils ont arrêté les frais, comme on dit. Ça n'a pas été repris alors? Pardon? Ça n'a pas été repris, les travaux n'ont pas été repris depuis? Non, à quoi bon? Elle est assez grande la grotte, même si elle est petite. Mais moi je pense qu'il est très très probable qu'à quelques mètres ou quelques dizaines, centaines de mètres d'ici, il y a d'autres grottes. C'est bien probable. Moi, on ne peut pas les chercher avec un sonar, par exemple. En théorie, c'est faisable, mais ça aurait des répercussions sur des kilomètres. D'accord, ouais. Donc, forcément, c'est interdit, n'est-ce pas? On va continuer. Alors, M. Maury, il a donné plein de noms à différents endroits dans la grotte. L'un que je vais vous montrer, c'est votre gauche, vous allez voir le banc de corail. Hein. On se croit vraiment sous l'eau, c'est très très joli. Il s'agit d'un énorme bouquet d'excentriques. Très très joli. Et attention, à partir de ma taille, on peut très bien se cogner sur la droite ensuite. Vous serez avertis. Hein. Pardonnez-moi. Merci. Les corps, ça c'est bon. À chaque fois que je suis devant, rajeuni. C'est sûr que ça prend des magnifique. Monsieur? Oui. Ça va. Moi je connais bien. Tu regardes dessous. Ce plafond-là, il est suspendu sur une bonne cinquantaine de mètres. M'attendez, j'ai jamais voulu savoir. Ah, mais attends, il y a une statue. Regarde.
Ouais. C'est chinois, un peu. Avec un enfant dans les Ouais, bras. Ouais, c'est vrai, Et des fois, j'aime bien, on dit avec les enfants, on imagine, et, Oui, et ça prend tout de suite forme. Hein. avec la pollution. Est-ce que tu peux faire avancer jusqu'ici, s'il te plaît? Comme ça, on ne laisse personne sur ce plafond suspendu là. On ne touche pas. Est-ce que quelqu'un sait me dire, ou sait nous dire, moi je sais, comment on appelle la personne qui a la chance de trouver une grotte? C'est un nom très très spécifique. Il y a un nom spécifique, oui. Non, personne ne sait. On appelle ça un inventeur. Ah oui. Comme la personne qui trouve un trésor d'origine inconnue. Le mot découvert de quelque chose. Ouais, inventeur. Donc le découvreur de cette grotte, M. Maury, il s'est dit que dans chaque grotte qu'il avait visitée, il y avait une vierge. Donc il voulait la sienne. Bah oui. Alors, cette stalagmite, il a appelé ça la Vierge et son enfant. Ouais. Bah j'aurais, oui, tout de suite on a L'enfant, il grandit, il va dépasser sa mère un jour. Moi, je suis avec rester un enfant, moi je mange trop. Oui, c'est vrai. Bon, là, ce sont des choses bien mignonnes. Maintenant, je vous embête. Avec un nom très difficile à retenir. Le rhomboèdre. Le rhomboèdre, c'est la forme du cristal de calcite. Imaginez une petite pyramide légèrement penchée, un bâton triangulaire dessus, hein, comme une tablette de Toblerone, Oui. ça vous parle? Oui. Et la même pyramide à la base. Derrière ces piliers, au niveau du sol, vous allez donc trouver un sol dit polygonal. Des triangles qui se touchent les uns les autres. Des plus petits, des moyens, des grands. Comment ça se fait-il? Parce que le rhomboèdre, sous l'eau, si cette flaque d'eau est sursaturée en cristal de calcite, ils veulent pousser. Mais pour pousser, il faut absence de toute gêne. Sinon, ça s'arrête immédiatement. C'est quoi une gêne? C'est le moindre insecte qui se pose sur la surface d'eau, ça s'arrête. Hein? Un courant d'air, le vent, ça fait des vagues, ça s'arrête net, et à tout jamais. Un son, ça fait des vibrations, ça s'arrête net et à tout jamais. Donc ici, soit ils se sont arrêtés de pousser parce qu'ils ont affleuré la surface de l'eau, soit alors, dès qu'on a fait le premier boom sur la terrasse, c'était terminé. Donc aucun laboratoire n'est capable de reproduire ce phénomène-là. Là, on ne peut donc pas dire combien de temps ça prend pour pousser. D'où la rareté. Au gouffre de Proumessac également, il y a des triangles. Hein. Mais ici, c'est magnifique. Et dans le chemin qu'on va re-emprunter juste après la grotte, le tunnel, regardez bien à l'intérieur. Penchez-vous, regardez à l'intérieur de la première et de la troisième lumière sur votre droite. Vous allez voir ce que les scientifiques appellent bizarrement les dents de cochon, c'est-à-dire les pyramides, hein, les parties supérieures. Les plus petites sont presque invisibles à l'œil nu, beaucoup plus petites que leur petite tête d'épingle, et les plus grandes sont à peu près comme ça. Et c'est magnifique et extrêmement rare. Regarde ces triangles. C'est beau, hein? Tout ça, c'est du... On a l'impression que c'est pas un vaisseau de virus. Pourquoi tu es mauvais? Les filles sont magnifiques, évidemment. Il n'y a pas de lumière là, à l'arrière. Donc ici, ils ne peuvent plus jamais grandir. Sinon, ça va faire des pyramides. Et si ça descend un peu, ça ne glisse pas, mais ça peut s'apprendre. Ici, il y a quelques petites dents de cochon, comme ils appellent ça, qui dépassent. On fera une version. Ça change encore, hein?
Ah oui, c'était toujours... Tirer des grosses. Si je vous montre une jolie petite voile. Ah oui, c'est vraiment... Est-ce que vous avez déjà été au gouffre de Promessac? Paguirac? Non, pas Oui. direct. Vous avez fait de la barque, madame? Vous avez fait de la barque? Oui. Dans des gourds? Nous aussi, on a des gourds. Juste à l'angle derrière, madame. Les petits bassins. Chez nous, c'est du micro-gourd. Petit grotte, petit gourd. Un jour, on travaille. Oui, juste à côté, il y a le gouffre de Promessac également, au Bugot. Ah oui, voilà. Alors, essayez d'avancer, s'il vous plaît. C'est mon endroit préféré dans la grotte. Là, je peux vous dire tout et n'importe quoi. Vous mourriez pas. Regardez, je mets la lumière à la base d'une stalagmite. Elle est surplombée par une stalactite. Il manque quoi? 2 cm pour que ces deux-là forment une colonne. Il faudra combien d'années pour que ça se forme? Et ici, on parle d'une goutte à 2 par mois. Ah oui. Donc il faudra attendre au moins, vraiment au bas mot, une petite centaine d'années. Voilà. Une bonne centaine d'années. Alors que derrière moi, c'est tout le contraire. Le chemin est très très étroit et personne ne pouvait échapper à une véritable petite douche. Alors, il fallait faire quelque chose. Il y a très précisément 81 ans, une des personnes qui travaillait pour la grotte a enfoncé au niveau du plafond, là où l'eau coulait, une épaisse part en fer. Elle a été... Hop là. Ça marche. Ils ont tordu la barre, comme ça l'eau elle était obligée de suivre sous cette barre. Ah. Hein, il y a 80 ans. La barre on la voit toujours, mais vous avez bien 20-22 cm de calcite dessous, et par terre, toujours entouré de jolis petits gourds, une stalagmite très 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 jeune et frétillante. Je vous montre ça au premier et je vais vous demander de relayer cet endroit aux personnes qui vous suivent. D'accord. Alors, la douche c'était là. On est sec? Pourquoi on est au sec? Grâce à cette barre. On la voit là. Ah là, voilà. Oui, On oui, la oui. voit. Et, elle a déjà fait que ça. Et là, la Elle stalagmite. a fait que ça. Presque une goutte par seconde. Même les grillages, il est entièrement pris dans la calcite. Ah oui. C'est étonnant. Donc tout à l'heure, les chiffres que je vous ai donnés en début de visite, c'était juste pour donner une idée globale. D'accord. Ouais. Donc montrez bien cet endroit aux personnes qui vous suivent, s'il vous plaît. 81 ans. Là, on peut la dater très précisément. Je t'ai promis un éléphant. Chose première, chose deux. Ah oui. Regarde. Tu l'as vu? Mademoiselle, en avançant, regarde bien cette croix. Elle a une petite histoire. Hein? Regarde-la bien et ensuite, attends-moi là vers cette colonne là-bas, s'il te plaît. Cette croix, on dirait que non. On avance ça? Tu l'as vu l'éléphant aussi? Oui. Moi, je serais incapable de le faire avec l'argile. J'ai vu son nez. Ah, une petite croix là. On avance un peu pour... Un petit peu. Ah, pas trop. Non, c'est bon. Hein, ça va. C'est bouillon.
C'est étonnant. Très différent. Vous allez voir plus ou moins sec. Voulez-vous avancer encore davantage? Parce que je vais vous raconter l'histoire de cette croix. Cette croix. Il rentre encore un peu. Alors, cette petite croix, elle a une petite histoire. Hein. La plupart des guides font un arrêt ici. Donc elle est naturelle pour couper court à la question que personne n'ose pas poser. Il s'agit donc d'une colonne formée par une stalagmite et une stalactite. Et ce fameux canal d'alimentation, cette paille dont je vous ai parlé, ici, a dû être bouché. Donc la pression d'eau a suffi à faire deux petites brèches sur le côté. Hein. Et là où il y avait les brèches, l'eau est sortie, a formé deux excentriques. Elle est belle la croix. Donc dès l'ouverture de la grotte, dans chaque ouvrage qui parlait de la grotte, il y avait la photo de cette croix. Qu'est-ce qu'on a fait quand on a ramassé 13 morceaux par terre en 1994? On voulait les recoller rapidement, hein. On les remettra à la place. Ils n'ont pas osé prendre de la superglue. Hein. Les 13 morceaux, un 14e manque, juste 1 centimètre la tache de la stalactite. On a envoyé ces 13 morceaux dans un laboratoire sur Bordeaux où les laborantins ont utilisé de l'eau contenant beaucoup de cristaux de calcite. Ça a été collé à l'eau. Et ce procédé, messieurs, dames, a pris 2 ans et demi de travail. Donc pendant 3 ans, il y avait juste la photo de la croix à cet emplacement. À l'époque où ça s'est passé, donc en 1994, il y avait une protection devant, hein, un filet, comme un filet de pêche, avec des grandes mailles. Donc personne ne pouvait toucher. Mais c'était probablement quelqu'un avec un bâton, peut-être un randonneur avec son bâton, qui a bêtement voulu tester la solidité de la chose. Et cette petite histoire, on la raconte pour nous excuser pour ces affreux grillages et autres filets de protection. On est obligé de les avoir. Il suffit d'une personne mal intentionnée, pas des milliers, pour abîmer le patrimoine, n'est-ce pas? Exact. Pour les enfants, vous ne connaissez pas la victoire de Samothrace par hasard? Non. Non? Laissez-moi vous expliquer. Au musée de Louvre. Je connais la victoire. Tu connais la victoire de Samothrace? Son papa lui a raconté. Alors, la victoire de Samothrace, c'est une statue au Louvre. Ça représente la déesse Athénanité, la déesse grecque. Hein? La statue, vous l'avez peut-être déjà vue, au moins en photo. Elle n'a ni de tête, ni de bras, mais des ailes. Et ici, juste avant de sortir de la grotte, sur votre droite, vous avez une très jolie vitrine. Si vous avez déjà vu la photo ou la statue de la photo de la statue ou la statue en vrai, vous allez être surpris par la ressemblance d'une excentrique qui se trouve là-bas. Les enfants, ils voient simplement une queue de banane, généralement. Et sachez que donc, la statue au Louvre a été choisie par la marque Rolls-Royce, par exemple, pour représenter la marque. Vous voyez sur le capot. Ah, je crois que ça me vient. Le voir avant. Ou les chaussures, Nike, Nike. La victoire. Tout simplement. Allez, je vous montre ça. Voulez-vous voir une autruche? Ah ouais? En fait, mettre encore. Donc, vous avez 2 jambes et le plume. Et si vous regardez bien, elle se cache dans le plafond. Ah, il a on peut dire que c'est quelqu'un dans la salle. Tout ça, c'est formé par un cerf, moi. Un cerf. Voilà.
J'adore cet endroit de la grotte. Ça méritait bien. La petite comme ça qui... Magnifique. Bon, attends, que les gens voient. Tu baisses, regarde si tu baisses là. Ça te plaît la grotte? Si tu baisses. Bien tout fini, Est-ce que vous avez des questions, monsieur Dame? Laisse passer. Bon, honnêtement, je n'étais pas là quand les petits étaient. J'imagine qu'ils ont dû fourrer. Et puis là, on voit bien le cimentier. Allez, quoi? Souvent, on me demande la pire des questions. Je n'ai pas encore entendu cette année. Combien y a-t-il de stalactites? Et souvent, on demande est-ce qu'il y a de la présence d'animaux? Déjà, à l'époque, la grotte était fermée, il y avait juste le petit trou. La semaine dernière, j'ai vu un moustique, c'est pour vous dire. Et quand il fait extrêmement chaud, c'est vraiment pas la canicule s'installe, il peut y avoir présence de quelque chose sur eux. Et dès l'après-midi du matin, ça change, ça devient toute la nuit. Ça va être tranquille. Oui, non. Donc là, je n'ai pas d'exemple. Alors, avec nos respirations, avec l'humidité, l'acidité comme gaz, avec la lumière, ça aussi, ça favorise ce qu'on appelle la maladie verte. Cette même maladie pour laquelle l'ASCO a été fermée au public. L'ASCO, ce sont des peintures qui ne peuvent pas être faites. Mais ici, on a un produit avec lequel on peut enlever ces micro-organismes. C'est comme une algue. Et si ça ne devait pas suffire, on pourrait faire venir de l'extérieur des intervenants qui utilisent des UV4. Je n'ai pas encore vu. Pour l'instant, vous voyez bien, on en prend bien soin, n'est-ce pas? Une question? C'est laquelle la plus grande stalactite de la grotte? Ici? Oh, je ne sais pas. Même moi qui fais le centaine de fois, je n'ai jamais fait attention. La visite se termine. Regardez bien dans les lumières oranges sur la droite. Vraiment à l'intérieur. Hein. Là aussi c'est des triangles. Et sous la lumière, vous voyez combien la lumière la graisse. Ça devient tout terre. Vous voyez? On dirait un volcan. Avant, la première visite, c'était avec les bougies. Ensuite, avec les lantons. Ensuite, c'était déjà prêt en dessus. Voilà. Je ne sais pas si c'est ça le dent de cochon. Les parties supérieures du rhomboèdre. Et ici, suis-moi, je te montre le rhomboèdre dans sa taille. Moi j'en ai vu une minuscule. C'est cogné. Pyramide, le bâton triangulaire. Là, ici, je passe la lumière, on voit que ça a été plusieurs couches successives. C'est ça qu'il y a trop de calcul. Elle est rendue par bien du tout. À l'extérieur, alors maintenant, on va parler du coup. C'est une forme d'ours. Une pierre de la mer qui est restée. Non, un oursin. Ma collègue Elisabeth, elle a encore vu les trous. Normandie, c'était qu'on a eu ça. Des gros coquillages. Ah oui, des nautilus, des choses comme ça. Et il y en a plein dans la région. Bah oui. Là, vous avez un gros coquillage ici. Une coquillage là, regarde. Là, là, Vous avez pierre là. Ouais. aussi des empreintes. Il y a des tombés. Tout à fait.